Bonjour et salutations. Jamais la situation au Moyen-Orient n'a été aussi dangereuse qu'elle ne l'est actuellement. En fait, la région est au bord d'une grande guerre. Personne ne peut prévoir ce qui se passera dans les prochaines heures ou jours. Mais il faut s'attendre au pire et espérer que le pire n'arrive pas. Quoi qu'il en soit, voici une précision. Ce podcast a été enregistré le 2 août. Les développements les plus récents peuvent ne plus être inclus. Cependant, je ne considère pas qu'il soit de mon devoir de me concentrer sur la politique quotidienne. Il s'agit de la situation dans son ensemble, des contextes, et ceci reste bien sûr valable, indépendamment des toutes dernières actualités. Pourquoi donc la situation s'est-elle tellement aggravée? La raison principale est qu'Israël a assassiné en 2 jours 2 figures de proue de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. D'une part, Fouad Choukri, un haut commandant du Hezbollah à Beyrouth, et la nuit suivante, Ismail Haniyeh, le chef de l'aile politique du Hamas qui se trouvait à Téhéran. Il y était invité pour l'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Dans le logement où il passait la nuit, une bombe a explosé, le tuant. Tout cela constitue bien sûr des provocations graves du point de vue des pays concernés, en particulier de l'Iran. Car il est parvenu à la partie israélienne de liquider un adversaire dans la capitale iranienne. C'est bien sûr une offense pour la partie iranienne. Il est tout à fait clair que Téhéran réagira à cela. La forme que cela prendra reste à voir. Le Hezbollah a également clairement indiqué qu'il réagirait. Le secrétaire général Hassan Nasrallah a précisé dans un discours lors des funérailles de Fouad Choukri qu'il y aurait une réaction. Donc une situation extrêmement explosive. On pourrait bien sûr penser qu'il est tout à fait légitime pour Israël d'éliminer des chefs terroristes. C'est aussi l'opinion dominante en Occident et en Israël. La question se pose alors, quel est le sens, quel est le but de telles activités? D'autant plus que, par exemple, l'Institut israélien de recherche sur la sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv a déclaré immédiatement après l'assassinat d'Ismail Haniyeh que sa mort ne compromettrait pas sérieusement les capacités politiques et militaires du Hamas. Il faut également garder à l'esprit qu'Ismail Haniyeh était le négociateur en chef au Qatar pour la libération des otages israéliens dans la bande de Gaza. Si la partie israélienne le liquide maintenant, alors se pose évidemment la question que le Premier ministre qatari a également posée. Avec qui les Israéliens veulent-ils réellement négocier s'ils tuent leurs partenaires de négociation du côté palestinien? Il est tout à fait évident que le gouvernement israélien se soucie relativement peu de ce qui arrive aux otages dans la bande de Gaza. On ne mise pas sur une solution diplomatique, mais uniquement sur une solution militaire. Netanyahou est sous pression. Il a déclaré que la guerre dans la bande de Gaza était menée pour détruire le Hamas. C'est un objectif totalement irréaliste et impossible à atteindre. Cependant, s'il parvient à éliminer les dirigeants du Hamas et également du Hezbollah, il pourra présenter cela comme un succès à son électorat. Il pourrait alors dire, tôt ou tard, que l'opération militaire dans la bande de Gaza est terminée. Ce serait au moins une considération que cela aille dans cette direction. Mais il est tout à fait clair que le côté israélien sait aussi que de tels actes de meurtre, on parle ici d'élimination ciblée, mais ce sont bien sûr des meurtres, auront des conséquences. Il est également trop simple de dire, eh bien ce sont de toute façon des terroristes. On peut les éliminer. La question est toujours de savoir qui définit qui est un terroriste dans la région. Et imaginez seulement par exemple que M. Netanyahou soit présent en janvier de l'année prochaine à l'inauguration du prochain président américain à Washington, et que dans la nuit suivante, il soit tué dans sa chambre d'hôtel ou dans son logement par une bombe.
Je dirais que, dans ce cas, le monde se retrouverait en très peu de temps au bord d'une confrontation militaire massive entre grandes puissances. Il faut toujours garder à l'esprit que, de notre point de vue, le Hamas et le Hezbollah peuvent être considérés comme des terroristes et sont étiquetés comme tels. L'Union européenne, par exemple, considère la branche militaire du Parti de Dieu, le Hezbollah, comme une organisation terroriste, mais pas sa branche politique. Les Allemands, les Américains et d'autres sont bien sûr allés encore plus loin. Ils sont très pro-Israël et qualifient le Hezbollah dans son ensemble d'organisation terroriste et le Hamas de toute façon. Mais il est trop simple de présenter les choses ainsi. Si l'on divise le monde en bien et en mal, on oublie que ces organisations, peu importe ce qu'on en pense, sont des mouvements de résistance. Dans la perception de leurs partisans, elles bénéficient d'un immense soutien au sein de la population concernée. Cela ne s'explique pas par un intérêt des partisans pour un islam violent, mais parce que c'est une réponse à la politique d'occupation et de colonisation israélienne, ainsi qu'à une politique d'agression que nous observons depuis de nombreuses années et décennies. Je voudrais rappeler encore une fois comment le Hamas et aussi le Hezbollah sont nés. C'est important de se le rappeler, car dans la perception locale, ce ne sont que des proxys, comme aime à le formuler la ministre des Affaires étrangères Baerbock de l'Iran. Donc en gros, de simples milices de mercenaires, des organisations terroristes dirigées depuis Téhéran. C'est bien sûr totalement absurde. On ne peut pas diriger des organisations de masse comme le Hamas et le Hezbollah depuis l'étranger. C'est totalement irréaliste. Commençons par le Hezbollah. Comment est-il né? En 1982, le gouvernement israélien de l'époque, sous Menachem Begin, et le ministre de la Défense de l'époque, Ariel Sharon, a décidé d'envahir le Liban pour en expulser l'OLP, qui avait ses quartiers généraux à Beyrouth. Cela a réussi. L'OLP a été expulsé, Arafat a dû partir en exil à Tunis, et les quelques 15 000 à 20 000 combattants de l'OLP ont dû quitter le Liban. Ils ont été répartis dans différents pays arabes. En Israël, on a pu croire que merveilleusement nous avons écrasé la résistance palestinienne et l'OLP. Ainsi, nous pouvons continuer à poursuivre nos objectifs, à savoir soumettre toute la Palestine, y compris les territoires occupés. Et le dilemme était que les Israéliens, avec leur guerre de 1992, ont conduit à ce que Beyrouth-Ouest soit assiégée et massivement bombardée pendant des semaines. Il y a eu près de 20 000 morts. Le résultat a été, comme je l'ai dit, l'expulsion de l'OLP. Dans le sud du Liban vivent principalement des chiites. Dans le cadre de cette offensive militaire israélienne, des dizaines de milliers de chiites ont migré vers le nord, à Beyrouth, et s'y sont installés non loin de l'aéroport. Ils ont fondé un nouveau quartier, un nouveau district avec le simple nom de Dahiyeh, arabe pour banlieue. La Dahiyeh est aujourd'hui le bastion du Hezbollah. Le Hezbollah est né parce qu'Israël, après l'expulsion de l'OLP, ne s'est pas retiré du Liban, mais a continué à occuper le sud, d'abord jusqu'à la hauteur de la ville portuaire de Sidon. Cependant, cela n'était pas tenable. Les Israéliens se sont retirés plus loin, jusqu'à la hauteur du fleuve Litani. Le fleuve Litani se trouve à environ 30 km au nord de la frontière israélienne. Les Israéliens voulaient y établir une zone tampon, avec l'aide d'une milice chrétienne pro-israélienne, appelée l'Armée du Liban Sud, une armée de mercenaires purement à la solde d'Israël. Dans le cadre de cette politique d'occupation des Israéliens, une résistance chiite a émergé dans le sud du Liban en réaction à cette occupation. Et au cours de cette résistance, une nouvelle organisation est née au fil du temps, en 2 ou 3 ans. Le Hezbollah, le Parti de Dieu. Ce Parti de Dieu est devenu un adversaire très sérieux et important pour Israël.
Téhéran a massivement soutenu le Hezbollah dès le début. Le Hezbollah a réussi, après une guérilla de 18 ans contre les occupants israéliens, à forcer les Israéliens en l'an 2000 à se retirer complètement du sud du Liban. C'était une humiliation incroyable et une défaite embarrassante pour l'armée israélienne, la plus puissante armée de la région. Elle a dû s'incliner devant les guérilleros du Hezbollah, car ceux-ci connaissaient parfaitement le terrain et parce qu'ils avaient réussi, entre autres, avec leurs attentats suicides, à chasser les Israéliens. Les lourdes pertes parmi les soldats israéliens, plus de 1000 hommes, ne pouvaient plus être présentées au public israélien comme ayant un sens. Dans le cadre de l'expulsion de l'OLP, les Américains et les Français se sont permis de s'installer militairement à Beyrouth. Cela a conduit à des attaques massives contre les quartiers généraux militaires des Américains et des Français en 1982. 241 soldats américains ont été tués lors d'une seule attaque. Le résultat a été que les Américains et les Français ont dû se retirer complètement du Liban. Une grande défaite, bien sûr. Le fait que l'armée israélienne ait dû se rendre à une milice terroriste de son point de vue, à savoir le Parti de Dieu, a beaucoup déstabilisé la direction politique israélienne. Elle a réfléchi à la manière de réagir. Et on peut dire que l'année 2000, lorsque le Hezbollah a réussi à expulser les Israéliens, a été en fait l'année à partir de laquelle les Israéliens, en alliance avec les Américains, ont construit l'Iran comme le grand démon de la région. L'objectif était d'affaiblir le pays, car l'Iran est le principal soutien du Hezbollah. C'est important à savoir, car toutes les négociations nucléaires qui ont eu lieu ensuite, à partir du début des années 2000, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un accord nucléaire avec l'Iran, que le président Trump a cependant dénoncé en 2018 en violation du droit international. La tentative a toujours été d'affaiblir l'Iran. Car il faut imaginer qu'Israël est l'hégémon le plus puissant de la région. Il a peu d'adversaires. Dans le passé, c'était par exemple l'Irak sous Saddam Hussein. Saddam Hussein n'existe évidemment plus. Le seul adversaire restant est donc Téhéran, c'est l'Iran. Et il s'agit d'affaiblir l'Iran. C'est l'obsession en particulier de Benjamin Netanyahou, le politicien en Israël, qui a marqué les destinées du pays plus longtemps que David Ben Gourion. On peut dire qu'il est historiquement le politicien israélien le plus influent que le pays ait eu jusqu'à présent. Quelle a donc été la motivation de Téhéran pour soutenir le Hezbollah? Le contexte est que, avec la révolution iranienne de 1969 et la chute du Shah, c'est-à-dire d'Ayatollah Khomeini, la révolution iranienne est arrivée au pouvoir. Les Américains, les Saoudiens et les Israéliens n'ont bien sûr pas apprécié cela. Alors, ils ont encouragé Saddam Hussein à mener une guerre contre l'Iran. Cette première guerre du Golfe a duré de 1980 à 1988 et s'est terminée par une impasse. L'Irak était ensuite en faillite et Saddam Hussein s'est alors permis d'envahir le Koweït en 1990 pour s'emparer des réserves de pétrole locales. Mais il n'avait pas réalisé que les Américains n'apprécient pas qu'on mène des guerres sans leur avoir demandé la permission au préalable. De plus, c'était leur, entre guillemets, station-service. Et vous connaissez le résultat. Il y a eu la guerre. Saddam Hussein a finalement été renversé en 2003 sous des prétextes fallacieux. Tout est lié. On ne peut que le répéter. Il est vraiment intéressant, fascinant et désillusionnant de voir comment les ficelles sont tirées en coulisses. Et bien sûr, il ne s'agit jamais de liberté, de démocratie et de droits de l'homme, mais toujours de simples jeux de pouvoir autour de la ressource pétrolière et de la géostratégie. C'est l'essentiel, il faut le savoir. Le reste, c'est du bavardage. Donc l'Iran soutient le Hezbollah pour la raison suivante.
On avait compris, nous avons un problème. Man hatte verstanden, wir haben ein Problem. Der Westen, also sprich die USA und L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, les alliés les plus proches du Shah, veulent renverser et éliminer cette révolution islamique. wie kann man das? Comment peut-on empêcher cela? La réflexion était la suivante. Nous avons maintenant mené 8 ans de guerre, principalement sur notre sol, du côté iranien, pas du côté irakien. C'est pourquoi la réflexion de la direction iranienne, qui n'était pas du tout stupide, était de dire d'accord, nous devons nous assurer que, si une autre guerre éclate, que ce soit les États-Unis ou Israël qui nous attaquent, Israël étant le principal allié des États-Unis dans la région, la guerre ne se déroulera pas uniquement sur le sol iranien, mais englobera l'ensemble de la région, en particulier Israël. Er soll dann die Region insgesamt erfassen, insbesondere Israël. Und deswegen hat der Iran in dem Moment Et c'est pourquoi l'Iran a réagi au moment où le Hezbollah, le parti de Dieu, est né. auf israelische Besatzung. Cela s'est produit en réaction à l'occupation israélienne. La population chiite du sud du Liban n'était initialement pas anti-israélienne. Cela a changé seulement en raison de la brutalité des occupants israéliens au fil du temps. Les Israéliens se sont permis beaucoup de liberté, ont miné des terrains, détruit des maisons et des villages, tiré sur des paysans depuis leurs tracteurs, et bien d'autres choses encore. Cela ne rend pas populaire. C'est ainsi qu'un mouvement de résistance est né du côté chiite, le Hezbollah, le parti de Dieu. Die Hezbollah, die Partei Gottes. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, moralisierende Que Betrachtung l'on trouve cela bien ou non, les considérations moralisantes ne m'intéressent pas. J'essaye de situer et d'expliquer les choses de manière analytique, car c'est la seule chose qui nous aide à avancer. Donc le Hezbollah est la plus importante de ces milices supplétives de l'Iran. C'est ainsi qu'elles sont désignées, mais ce n'est pas tout à fait correct. Il faut se rendre compte, le Hezbollah est soutenu par l'Iran, militairement, politiquement et financièrement. Le Hezbollah considère le leader révolutionnaire iranien comme son chef spirituel. als ihr geistig-spirituelles Oberhaupt an. Dennoch ist die Hezbollah nicht Néanmoins, le Hezbollah n'est pas une marionnette de Téhéran, mais un mouvement libanais autochtone et indépendant qui compte des dizaines de milliers de partisans au sein de la population chiite. Il convient de noter en passant qu'il n'est pas possible pour une puissance externe de créer dans un autre pays une organisation terroriste qui aurait ensuite 10 000 partisans et bénéficierait du soutien de la population. Tout cela ne peut pas être contrôlé de l'extérieur. Il doit y avoir au sein d'un tel pays, d'une telle société, un terreau favorable. Et ce terreau existait justement dans la résistance à l'occupation israélienne. in dem Widerstand gegen die israelische Besatzung. Und ja, die Hezbollah wurde also der wichtigste Et oui, Verbündete le Hezbollah est donc devenu le principal allié de Téhéran dans la région et a ensuite continuellement renforcé son potentiel militaire. Les Israéliens voulaient compenser la défaite de l'an 2000 en attaquant massivement en 2006, principalement l'est de Beyrouth et le district de Dahia, principalement par voie aérienne. 2000 personnes sont mortes. Mais malgré cela, les Israéliens n'ont pas atteint leurs objectifs. Soit dit en passant, lorsque 2000 Libanais meurent à Dahia en 2006, ce n'est évidemment pas la même valeur que lorsque 1200 Israéliens meurent. Bien sûr, l'un est aussi terrible que l'autre, mais la perception locale est évidemment différente, ne disant pas que chaque vie humaine a la même valeur. Il y a évidemment une certaine hiérarchisation de l'affliction, disons. En tout cas, en fin de compte, le résultat de ce bombardement de 2006 a été qu'Israël a été massivement bombardé par le Hezbollah pour la première fois dans le Nord. Depuis lors, le Hezbollah a considérablement renforcé son potentiel militaire. Aujourd'hui, le Hezbollah dispose d'un immense arsenal militaire, estimé à plus de 150 000 roquettes. Ces roquettes sont capables de détruire Israël à grande échelle. En retour, le Liban sera bien sûr détruit. C'est tout à fait clair. Israël et le Liban sont les deux premiers pays à être détruits en cas de grand conflit. Et bien sûr, Israël dispose d'armes nucléaires. On ne peut pas imaginer en détail ce qui se passe lorsque des personnages douteux comme
fragwürdige Charaktere wie Verteidigungsminister Golan oder der Minister. Le ministre de la Défense Golan ou le Premier ministre Netanyahou développent maintenant certains scénarios en réponse à de possibles attaques contre Israël. Nous allons mettre ça de côté pour l'instant. Mais en tout cas, le potentiel militaire du Hezbollah est considérable. On ne peut pas comparer le Hamas et le Hezbollah. L'un est de niveau régional, l'autre est de niveau Ligue des Champions. Cela entraînera non seulement des destructions dévastatrices pour Israël, mais le pays serait également ruiné économiquement, au moins pour une longue période. Les deux ports que le pays possède, Ashdod et Haïfa, ne seraient plus opérationnels pour le moment. À Eilat, le port israélien sur la mer Rouge, aucun navire n'accoste plus au quai depuis des mois, car les rebelles Houthis tirent sur la mer Rouge depuis le Yémen. Tous les navires en direction d'Eilat sont concernés. C'est beaucoup trop dangereux. Aucune assurance n'est plus prête à prendre le risque. Donc c'est une situation pas sans danger pour Israël. Il est important de comprendre que le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste contrôlée par l'Iran. C'est un mouvement de masse autochtone, profondément enraciné dans la population chiite locale, qui bénéficie d'un large soutien. L'aile politique du Hezbollah, le bloc de la résistance, est l'une des factions les plus fortes du Parlement libanais. Alors, il est totalement absurde de qualifier le Hezbollah uniquement d'organisation terroriste. Bien sûr, on peut le faire, et cela arrive souvent dans notre pays, mais ce genre de cadrage n'aide pas à reconnaître le potentiel de cette organisation. Si l'on liquide quelqu'un comme le numéro 2 de facto du Hezbollah, Fouad Choukri, le résultat du côté du Hezbollah n'est pas qu'ils disent « Oh mon Dieu, nous nous rendons ». Nous capitulons, nous pouvons tenir tête à Ismord. Ce qu'il faut garder à l'esprit, le Hezbollah a mené une guerre contre Israël dans le sud du Liban pendant 18 ans et a fini par la gagner. La différence entre une armée régulière comme celle d'Israël et les différentes organisations militaires du côté de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est que ces dernières sont organisées en tant qu'organisation de guérilla. Les combattre, je ne fais que mentionner l'exemple des talibans en Afghanistan, n'a même pas réussi à l'OTAN, qui a finalement été vaincu par les talibans. C'est pourquoi c'est un jeu dangereux pour Israël de croire maintenant qu'il peut et doit cibler l'Iran ou le Hezbollah. La raison officielle était le missile qui a frappé Majd Hashams. C'est un endroit habité par des Druzes dans le Golan, occupé par Israël. Israël a immédiatement accusé le Hezbollah d'être derrière cela. Le Hezbollah a rejeté cette accusation et a affirmé qu'un missile israélien du dôme de fer était responsable de la mort de ces 12 jeunes qui ont perdu la vie. Nous ne pouvons évidemment pas juger ici et aujourd'hui ce qui a déclenché cela, mais il est clair que la partie israélienne considère cette attaque, qui est bien sûr à condamner, mais qui était probablement un accident. Je ne vois pas pourquoi le Hezbollah aurait une raison de tuer des citoyens syriens, qui sont de facto leurs compatriotes, sur les hauteurs du Golan annexées par Israël. Cela n'a aucun sens. Nous ne connaissons évidemment pas les tenants et aboutissants. Comme je l'ai dit, il faut être prudent avec tout jugement. Mais pour la partie israélienne, c'était le prétexte idéal pour agir maintenant contre le Hezbollah. Quel est le calcul du gouvernement israélien? Le gouvernement israélien avait déjà envisagé, immédiatement après le 7 octobre, de ne pas seulement cibler le Hamas, mais de profiter de cette attaque massive du Hamas et d'autres sur le sud d'Israël pour régler ses comptes avec les adversaires d'Israël dans leur ensemble. Alors, avec le Hamas, avec le Hezbollah, et en même temps, provoquer idéalement un changement de régime en Iran à Téhéran. C'est le rêve humide des durs de l'armée israélienne et du gouvernement israélien. Mais ce rêve n'a pas pu se réaliser dans un premier temps.
C'était surtout Yoav Gallant, le ministre de la Défense, ou plutôt le ministre de la Guerre, qui avait ces idées. Gallant figure maintenant aussi, tout comme Netanyahou, sur la liste de la Cour pénale internationale de La Haye. Ils doivent être jugés avec 3 responsables du Hamas. Un mandat d'arrêt est en cours d'obtention contre eux, mais il n'a pas encore été délivré. C'est une question formelle et cela peut encore prendre un peu de temps. En coulisses, une pression massive est exercée sur la Cour pénale internationale pour qu'elle ne délivre pas un tel mandat d'arrêt contre Gallant et Netanyahou. Mais c'est la direction que cela prend. En tout cas, Gallant voulait ce face-à-face plus que tout. Cependant, il est difficile de se confronter à autant d'adversaires en même temps. Cela nécessite du soutien, notamment celui des États-Unis, l'allié le plus important. L'objectif de la politique israélienne avec ses mesures et actes d'agression est d'entraîner les États-Unis dans une guerre au Moyen-Orient. Les Israéliens savent très bien qu'ils n'ont aucune chance de tenir militairement seuls contre l'Iran. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas assez d'armes pour cela. Ils ont donc besoin du soutien américain. Du point de vue de Netanyahou, la configuration actuelle est formidable. D'un côté, nous avons Joe Biden, le président américain, qui a du mal à regarder droit devant lui. Ensuite, la question se pose de savoir qui sera son successeur dans la course contre Donald Trump. La situation aux États-Unis est quelque peu confuse. Compte tenu de la grande influence des organisations de lobbying pro-israéliennes en Amérique, les Israéliens n'ont pas à craindre une grande pression de Washington, tant le secrétaire à la Défense des États-Unis comme Joe Biden, ils ont clairement signalé que les États-Unis se tiendraient aux côtés d'Israël en cas de besoin. Du point de vue des extrémistes en Israël, c'est une excellente situation. Si nous laissons vraiment la situation exploser, ils savent que les Américains les soutiendront. Et alors, on peut aller jusqu'au bout. On est toujours dans le rôle de la victime. On veut la paix dans la région, bien sûr, mais les autres sont méchants et il faut vaincre le terrorisme. On ne veut pas imaginer ce qui se passerait si cela allait vraiment jusqu'au bout. J'ai déjà souligné ailleurs que nous devons toujours garder cela à l'esprit. L'Iran n'est pas l'Albanie. L'Iran est une nation vraiment puissante au cœur du Proche et Moyen-Orient ou au centre de l'Asie occidentale, peu importe comment on veut le formuler. Attaquer l'Iran, faire la guerre contre l'Iran, c'est le cauchemar de toute la région. Personne ne veut cela, sauf les extrémistes en Israël et peut-être aussi quelque part dans l'administration américaine. Mais personne de sensé ne peut vouloir cela sérieusement. Une guerre contre l'Iran mettrait toute la région à feu et à sang. Et cela aurait des conséquences géopolitiques immédiates, car l'Iran a désormais de puissants alliés en Russie et en Chine. Dans le pire des cas, la Russie et la Chine soutiendraient l'Iran. Ils ne le feront pas de manière offensive en envoyant leurs propres soldats là-bas, mais ils soutiendront indirectement l'Iran avec tout ce dont l'Iran a besoin pour se défendre contre une attaque extérieure. Et les États-Unis se rangeront bien sûr du côté d'Israël dans ce cas. Plus tôt aujourd'hui que demain, on dira alors que le monde libre tout entier est menacé et que nous devons agir ensemble. On dira alors que l'OTAN doit s'engager ici. Ce que la raison d'État allemande ferait dans un tel cas, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer davantage à ce stade. Honnêtement, on ne veut pas imaginer ce scénario. Ce serait une guerre au Moyen-Orient qui a le potentiel de vraiment conduire à un embrasement mondial. Une catastrophe absolue serait si les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, si elles devaient éclater, se rejoignaient. Alors, les dirigeants du monde libre pourraient dire que c'est maintenant notre chance de mettre une fois pour toutes un terme à l'axe du mal qui s'étend de Moscou à Gaza et Téhéran jusqu'à Pékin. On ne veut pas imaginer tout cela, mais ce sont des scénarios très réalistes.
Le fait que les Israéliens ne soient pas disposés à miser sur la désescalade peut également être mesuré par le fait qu'ils ont annoncé immédiatement, après la liquidation de Fouad Choukri et d'Ismaël Haniyeh, qu'ils auraient prétendument déjà liquidé le 13 juillet le commandant militaire Mohamed Daif dans la bande de Gaza. Donc cela aussi, bien sûr, est une nouvelle pression, un nouveau tir. Apparemment, on savait déjà depuis longtemps qu'il avait été tué, mais on rend cela public alors que la région est déjà au bord du gouffre. Hanan Ashrawi, longtemps l'une des principales représentantes palestiniennes dans le cadre du soi-disant processus de paix d'Oslo, a qualifié l'action d'Israël de celle d'un État voyou. Un État voyou qui aurait été complètement lâché et serait sur le point de mettre le feu à toute la région. Il est difficile de contredire cela sur le fond. C'est une situation dangereuse, et dans la perception locale, l'Iran est bien sûr seul responsable, car l'Iran tire les ficelles. Partout, il a ses proxys terroristes, et ils font du terrorisme. Ils veulent détruire Israël. Le point est, et c'est quelque chose que nous, dans l'Occident, guidés par les valeurs, en particulier en Allemagne, mots-clés raison d'État, ne pouvons tout simplement pas imaginer. Malgré l'échec des gouvernements et régimes arabes, malgré le fait qu'ils se sont depuis longtemps arrangés avec Israël et les États-Unis, et que les Palestiniens leur sont totalement indifférents, il y a dans la population générale du Sud global une indignation incroyable face à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y a une énorme solidarité avec toutes ces forces qui résistent à cette arrogance israélienne et occidentale. Et si maintenant l'objection vient, oui, mais le Hamas a commencé le 7 octobre, il a tué plus de 1000 Israéliens et pris des centaines d'otages, 250 otages dans la bande de Gaza. Oui, tout cela est à condamner. Mais cela ne justifie évidemment pas ce que les Israéliens ont fait depuis. Cela n'a rien à voir avec une légitime défense. L'objectif des Israéliens est clair. Ils veulent résoudre une fois pour toutes la question palestinienne à leur manière. Cela signifie qu'une grande partie des Palestiniens doit être expulsée ou tuée. La résistance palestinienne doit cesser d'exister. Ensuite, ils peuvent imposer leur volonté. Et il y a dans de larges parties de la population arabe, surtout dans les pays ravagés par la guerre ou déjà détruits comme le Liban, mais aussi en Irak, en Syrie et au Yémen, une solidarité incroyable avec les Palestiniens et la volonté de prendre les armes. Cela est souvent présenté ici comme une expression de la haine des Juifs et du désir de détruire Israël. Mais dans la compréhension des acteurs là-bas, c'est une expression de la résistance contre ce qui, de leur point de vue, a détruit leurs pays respectifs. D'ailleurs, l'influence de l'Iran dans la région est devenue de plus en plus grande en raison de la stupidité et des erreurs de l'Occident. Après que les Américains et les Britanniques ont renversé Saddam Hussein, les chiites ont pris le pouvoir en Irak, car l'Irak est majoritairement un pays chiite. Saddam Hussein était un dirigeant sunnite. La direction politique chiite en Irak s'efforce naturellement de maintenir de bonnes relations avec l'Iran chiite. Il ne peut en être autrement. Ce sont des milices pro-chiites en Irak qui ont combattu l'État islamique et Al-Qaïda. De même en Syrie. L'influence de l'Iran à l'aide de milices pro-iraniennes chiites s'est ainsi étendue. C'était tout à fait évident. C'est le résultat des erreurs de l'Occident, car on croyait qu'il suffisait de détruire les adversaires, puis la démocratie viendrait et tout irait bien. Non, ce ne sera pas le cas. Au milieu du chaos dans ces pays mentionnés, des groupes émergents qui, dans l'esprit de Téhéran, forment un axe de résistance contre Israël. Ces gens sont prêts à se battre. Ils ont une relation différente avec la mort. Du point de vue d'un combattant du Hamas ou du Hezbollah, la vie est, en cas de doute,
une étape transitoire vers la vie éternelle dans l'au-delà, au paradis, la véritable existence. Cela signifie que la disposition des gens à affronter la mort est tout à fait différente de ce qui est le cas chez nous ou en Israël. Il ne faut pas sous-estimer cela. Et personne ne devrait croire qu'on peut vaincre le Hezbollah aussi facilement. C'est une grande erreur. Je ne peux que le souligner encore une fois. L'OTAN, je dis bien l'OTAN, n'a pas réussi en 20 ans à gagner une guerre contre les talibans en Afghanistan. Si l'on garde cela à l'esprit, on peut à peu près imaginer ce que cela signifie pour la région du Proche et du Moyen-Orient. C'est le problème central d'Israël, le suivant. Il y a pour Israël, tel que je le vois, deux alternatives. Le péché originel d'Israël a commencé avec la création de l'État, avec la Nakba, avec l'expulsion ciblée et délibérée de plus de la moitié de la population palestinienne de l'époque d'Israël, de Palestine, soit 750 000 personnes. Ce péché originel, la Nakba, a des répercussions jusqu'à aujourd'hui, car la question palestinienne n'a jamais été résolue. L'objectif d'Israël a toujours été de gérer la question palestinienne d'une manière ou d'une autre, mais jamais de la résoudre. Vous pouvez lire tous les détails dans mon nouveau livre « Guerre sans fin ». Pourquoi nous devons changer notre attitude envers Israël pour la paix au Moyen-Orient? Ce livre paraîtra en septembre chez Goldman Verlag. Si Israël ne se confronte pas à son propre passé et à l'injustice infligée aux Palestiniens depuis des décennies, rien ne changera. La société majoritaire israélienne et aussi une grande partie de la diaspora juive ne sont pas prêtes à s'y confronter. Ils refoulent cela ou le légitiment en se référant à l'Holocauste. Après cela, personne n'a plus le droit de critiquer Israël. On peut voir tout cela ainsi, c'est bien beau, mais cela ne change rien au fait que la question palestinienne reste non résolue. L'idée que l'on puisse éliminer la question palestinienne par la force, comme les Israéliens essayent de le faire actuellement dans la bande de Gaza, est une erreur. Israël en paiera encore le prix, et nous en Occident aussi, qui laissons cette guerre se dérouler dans la bande de Gaza. Il n'y a aucun effort diplomatique de l'Occident pour mettre fin à cette guerre. Avez-vous déjà entendu parler d'une initiative diplomatique de l'Union européenne pour mettre fin à ce conflit, sans parler du gouvernement fédéral immédiatement après la tuerie, après la liquidation, après le meurtre? À deux figures de proue du Hamas et du Hezbollah, la ministre allemande des Affaires étrangères déclare « J'exhorte toutes les parties à faire preuve d'une retenue absolue ». Et maintenant, l'Iran entre en jeu. Si elle avait simplement dit « J'exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue », d'accord, c'est le discours habituel des diplomates sans imagination. Mais dire que l'Iran doit faire preuve de retenue, pas Israël, non, non, l'Iran doit se retenir. Israël peut tranquillement liquider un leader du Hamas à Téhéran, c'est une provocation délibérée de l'Iran. Et bien sûr, l'Iran va réagir. Il ne peut pas faire autrement. Mais la ministre des Affaires étrangères, Baerbock, dit « Nous demandons une retenue absolue, en particulier de la part de l'Iran. » C'est l'État voyou par excellence dans la perception locale. Et si on n'est pas capable de reconnaître la réalité, si on n'a que des perceptions projectives, alors on fait beaucoup d'erreurs dans la conception politique. À la fin, les Allemands seront bien sûr une fois de plus submergés. Quand le grand choc arrivera, je peux déjà vous dire qu'il y aura des discussions ici, en Allemagne. Raison d'État. Raison d'État. Ne devons-nous pas envoyer des soldats allemands en Israël pour garantir la liberté de l'Occident et bien sûr aussi la liberté et la vie de l'État juif? De telles discussions viendront. D'accord, mais honnêtement, quand on s'occupe de ces choses, et je le fais depuis de nombreuses décennies, cela n'a jamais été aussi dangereux qu'en ce moment. Quand je regarde l'hypocrisie de la politique occidentale et allemande face à ce que la direction israélienne fait au Moyen-Orient,
cela devient clair. Le gouvernement israélien veut la guerre dans la région. Ils veulent, pour ainsi dire, l'Armageddon. Ils veulent en finir une fois pour toutes avec leurs adversaires. Ils ne veulent pas traiter la question palestinienne. Ils veulent une solution à leur manière. Tous les adversaires doivent être vaincus militairement avec le soutien américain et occidental. Et puis, à la fin, qu'avons-nous en fait pour un État israélien? Quel est cet État qui se dessine de plus en plus? Nous avons un État qui se dirige de plus en plus vers un extrémisme de droite extrême. On pourrait aussi parler d'une fascisation de la société israélienne, où les ultra-droites dictent de plus en plus le ton à tous égards. Et les prochains à être sous pression en Israël ne seront pas seulement les Palestiniens, mais aussi les Israéliens libéraux et éclairés, qui ne se sentiront plus à l'aise dans ce pays et qui pourraient également s'attendre à des persécutions s'ils ont l'idée de remettre en question les sagesses de la direction de l'État. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais cela devrait suffire pour l'instant. Préparons-nous au pire. Soyons prêts pour ce qui nous attend ici, et gardons-nous de suivre les grands simplificateurs qui, dans les jours et les semaines à venir, nous raconteront les plus grandes absurdités sur le Moyen-Orient, en disant qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Nous ne devons pas toujours refaire l'erreur de tomber dans les mêmes pièges. Nous l'avons fait dans la guerre en Ukraine, et nous le faisons maintenant aussi. Les Allemands et l'Union européenne ne font rien, absolument rien, pour désamorcer les conflits et éviter les crises. C'est vraiment difficile à croire, car il faudrait alors surmonter ses propres préjugés. Il faudrait aborder des sujets comme la raison d'État, un sujet très délicat. J'aborde ce sujet en profondeur dans mon livre « Guerre sans fin », pourquoi nous devons changer notre attitude envers Israël pour la paix au Moyen-Orient. Et tout cela est déjà très sobre. Jetons un dernier coup d'œil à la situation dans la bande de Gaza. La pire nouvelle vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a signalé qu'il y a 1,8 million de malades infectieux dans la bande de Gaza. 1,8 million sur une population totale de 2-3 millions de personnes. 1,8 million de personnes y sont confrontées à des maladies infectieuses. Cela inclut la gale, les amibes et bien d'autres choses. Mais surtout, la poliomyélite, c'est-à-dire la paralysie infantile, sévit désormais dans la bande de Gaza. Elle avait été éradiquée dans la bande de Gaza. Le cœur du problème des soins de santé dans la bande de Gaza est le manque d'eau. Il n'y a pas d'eau propre, pratiquement aucune. Selon l'organisation humanitaire Oxfam, l'approvisionnement en eau dans la bande de Gaza, c'est-à-dire l'eau potable disponible, a diminué de 94% depuis le 7 octobre. De 94%. Un Palestinien dans la bande de Gaza doit se contenter statistiquement de 4,2 litres d'eau par jour. Pour boire, nettoyer, l'hygiène corporelle, pour tout. C'est une fraction de ce qui est disponible pour nous en Allemagne chaque jour. Le résultat est la propagation des maladies infectieuses. Cela fait partie de la stratégie de guerre des Israéliens. D'ailleurs, les soldats israéliens sont vaccinés contre la polio lors de leur mission dans la bande de Gaza. Non pas qu'ils se contaminent en touchant l'un des animaux humains, ils sont vaccinés, mais bien sûr, les Palestiniens ne le sont pas. Ils sont livrés à eux-mêmes. 1,8 million de personnes dans la bande de Gaza souffrent de maladies infectieuses. Avez-vous lu un éditorial dans les médias allemands qui aborderait cela de manière critique? Les ressources en eau ont diminué de 94%. L'armée israélienne a eu la liberté de détruire le plus grand réservoir d'eau à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Quel rapport cela a-t-il avec la lutte contre le terrorisme? Honnêtement, quel rapport ça a-t-il avec la lutte contre le terrorisme? Je dirais que c'est un acte de terrorisme d'État.
On ne peut pas le formuler autrement. Je le dis sans aucune polémique. Il convient de mentionner en conclusion que l'objectif de la partie israélienne dans la bande de Gaza est bien sûr de gagner du temps et de rendre la vie des Palestiniens insupportable. À la fin, cela sera présenté comme l'expression d'une mission humanitaire, en disant que nous devons aider les Palestiniens et les emmener à l'étranger. Dans la bande de Gaza, on ne peut plus les approvisionner. Et puis ils seront évacués. Cela va se produire. À un moment donné, il y aura des mesures d'évacuation pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, 104 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza. Pour les journalistes, la bande de Gaza est la région la plus mortelle de la planète. Le côté israélien tue délibérément des journalistes palestiniens afin que ce qui se passe là-bas ne parvienne pas, autant que possible, au monde extérieur. Indépendamment de ces mesures de tuerie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous n'entendez presque plus rien sur cette guerre dans les médias d'ici. Il y a encore des reportages, mais on entend relativement peu parler de la souffrance humaine. Chaque jour, des dizaines de personnes meurent dans la bande de Gaza. Peu importe si cela se passait en Ukraine, nous serions tous légitimement indignés, mais dans la bande de Gaza, une autre réalité prévaut en quelque sorte. Il est intéressant de voir comment le cadrage se fait et comment les vérités sont réprimées. Le 30 juillet, 2 journalistes palestiniens ont été tués, à savoir Ismail Haroul et son caméraman Rami Arifi. Ils ont ensuite été enterrés, et l'armée israélienne a déclaré que les deux étaient des terroristes du Hamas impliqués dans les attaques du 7 octobre. Al Jazeera a rejeté cela avec l'argument pas tout à fait invraisemblable que l'un des deux avait déjà été arrêté en mars par l'armée israélienne et interrogé pendant des heures, puis relâché. Alors, s'il avait vraiment été impliqué le 7 octobre, les Israéliens ne l'auraient probablement pas relâché. Oui, mais ces subtilités ne se retrouvent évidemment pas dans les médias allemands. Je voudrais citer en exemple un article que j'ai découvert le 2 août sur Zeit Online, avec le titre « Israël qualifie les journalistes tués de combattants du Hamas ». Peu importe d'ailleurs que cet article soit paru sur Zeit Online. Il pourrait également figurer dans n'importe quel autre journal allemand. En tout cas, l'article cite le ministre israélien des Communications, qui avait déjà qualifié Al Jazeera en juin de porte-voix du terrorisme au service du Hamas. C'est toujours ainsi l'étiquetage. Nous combattons des terroristes. Où est le problème? Tu ne peux rien dire contre cela. Il faut savoir que la partie israélienne est très généreuse lorsqu'il s'agit d'utiliser le terme de terrorisme. Le représentant israélien à l'ONU a même qualifié les Nations Unies de foyer du terrorisme. Bien sûr, l'organisation d'aide aux réfugiés pour les Palestiniens, l'UNRWA, est également une organisation terroriste. Elle est ainsi stigmatisée en Israël, et ses activités doivent être interdites parce qu'elle serait une organisation terroriste. Il n'y a aucune indication, aucune preuve à ce sujet. Les Israéliens affirment depuis des mois que l'UNRWA est liée au terrorisme, mais ils n'ont pas encore présenté une seule preuve. Mais le but est justement de démanteler l'UNRWA. Car si plus personne n'est là pour fournir des vivres aux habitants de la bande de Gaza, alors les gens mourront de faim ou partiront. C'est l'alternative et ce que la politique israélienne vise. Mais revenons à cet article fameux sur Zeit Online. Il se tire d'affaire dans la conclusion en indiquant que, selon le Hamas, qui ne peut être vérifié de manière indépendante, plus de 39 400 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre. Qu'il s'agisse de civils ou de combattants du Hamas, cela n'est pas précisé. Donc je dois dire, un tel reportage frôle la perfidie. Tout d'abord, quand on dit que ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante, avec tout le respect que je dois aux journalistes de ce pays,
qui font bien et correctement leur travail, c'est-à-dire de manière éclairante et approfondie. Depuis quand les médias allemands sont-ils connus pour vérifier quoi que ce soit en profondeur? La plupart du temps, ils reproduisent fidèlement ce qui est perçu comme la ligne gouvernementale correcte. Je ne veux pas généraliser de manière peu fiable, mais on peut certainement avoir cette impression subjective. Donc, les informations fournies par le Hamas ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Et selon les informations du Hamas, plus de 39 400 personnes ont été tuées. Mais cela ne peut pas être vérifié de manière indépendante. C'est probablement une petite plaisanterie. Il suffit de faire une simple recherche sur Google et de consulter les informations des Nations Unies. Les informations du Hamas sont très précises. Il y a suffisamment d'organisations humanitaires sur place qui ont confirmé ces informations. Ce n'est pas de la propagande. Non, il y a plutôt une estimation conservatrice. Nous ne savons pas combien de corps se trouvent encore sous les décombres. Mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons rien vérifier de manière indépendante. Mais quand un porte-parole du gouvernement israélien raconte n'importe quoi, cela est retransmis tel quel. Vérifié indépendamment ou non, cela n'a pas d'importance. Il s'agit de diviser le monde en bien et en mal. Cela suffit. Qu'il s'agisse des 39 400 personnes tuées, de civils ou de combattants, cela n'est pas précisé. C'est ce que critique cet article sur Zeit Online. Je me permets de rappeler que 70% des morts dans la bande de Gaza sont des femmes et des enfants. Au moins 16 000 enfants sont morts dans cette guerre. Et il y a environ 21 000 enfants, selon Save the Children, dans la bande de Gaza. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont en quelque sorte disparu. Soit ils sont encore sous les décombres, soit ils errent dans les rues parce qu'ils ont perdu leur famille. On ne sait pas. En tout cas, la situation est particulièrement désastreuse pour les enfants. Ici, la critique est donc que le Hamas n'a pas communiqué s'il s'agissait de civils ou de combattants du Hamas parmi les tués. Avec 16 000 enfants tués, la question se pose donc. Le scandale est-il que le Hamas ne communique pas s'il s'agit de civils, tués ou de combattants du Hamas? Bien sûr, quand un enfant de 5 ans est liquidé, quand des tireurs d'élite de l'armée israélienne, ce qui a été confirmé, tuent des enfants, alors tout cela n'est-il que de la lutte contre le terrorisme? Ce que nous vivons ici est une faillite morale de notre ordre démocratique et libéral. Si nous défendons réellement des valeurs, seuls les naïfs peuvent encore sérieusement croire que notre politique a quelque chose à voir avec des valeurs. Pourtant, il est très agréable de croire en cette illusion. Mais l'inauthenticité de notre position se manifeste dans notre gestion des crises. Et ce qui se passe ici au Moyen-Orient n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens. En fait, nous aidons passivement, en toute connaissance de cause, le gouvernement israélien à déclencher une guerre qui peut entraîner toute la région dans l'abîme. Cela pourrait et va probablement aussi se produire. Enfin, permettez-moi de faire remarquer, si cela se produit, que pensez-vous qu'il arrivera à l'approvisionnement énergétique? En effet, tous les flux de pétrole et de gaz de la région seront interrompus. Les prix vont monter en flèche. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie allemande, qui ne veut déjà plus importer de pétrole et de gaz de Russie, parce que bon est mauvais? Certes, nous continuons à recevoir du gaz et du pétrole russe à des prix beaucoup plus élevés. Mais c'est un autre sujet que je ne veux pas approfondir ici. Il est tout à fait clair que si nous obtenons de la région seulement une quantité limitée de pétrole et de gaz naturel, on peut imaginer ce que ça signifie pour les prix de l'énergie. On peut à peu près imaginer ce que ça signifie pour l'économie locale qui est déjà en eau très trouble. Ce sont des temps très désagréables et je me demande quand les gens de ce pays vont se réveiller et dire «
bon sang, ça ne peut pas continuer comme ça. Notre gouvernement échoue, nous devons prendre position, et du côté de ceux qui cherchent la paix. Il y a de nombreuses bonnes raisons de critiquer la direction iranienne. Il y a cependant des raisons bien meilleures, en tout cas à l'heure actuelle, de critiquer la direction israélienne. Mais cela ne se produit pas. Par ce silence, nous nous rendons complices. Et la politique allemande n'a pas la moindre réponse à ces défis, sur la manière dont on pourrait agir pour désamorcer la situation. En ce sens, nous sommes entraînés en toute connaissance de cause dans une évolution très périlleuse. J'espère bien sûr que je me trompe complètement et que tout se remettra en ordre d'une manière ou d'une autre. Mais je crains que des temps difficiles nous attendent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine fois. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.